Donc soyez attentifs, je vous pose plein de questions. Merci Vincent. Bon, moi je vais quand même me présenter juste pour ceux que je ne connais pas, parce que j'ai pas encore vu tout le monde. Donc je travaille à Marseille, à l'Institut de médecine tropicale du service de santé des armées, plus communément appelé le Pharo, dans une unité qui s'appelle l'unité de recherche en biologie et épidémiologie parasitaire. Initialement, comme on vient de le dire, c'était le docteur Christophe Rogier qui devait venir faire cette présentation. Mais au dernier moment, il a dû annuler pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il m'a demandé si je pouvais le remplacer. Donc c'est avec plaisir que je viens ici pour vous faire cette présentation. Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler des travaux effectivement effectués dans cette unité. Alors en fait, on associe deux approches pour étudier le paludisme, qui sont une approche, je dirais, de génétique des populations. Donc là, ça paraît un petit peu barbare, mais on va essayer de voir un petit peu plus loin à quoi ça correspond. Et une approche d'épidémiologie moléculaire. Alors nous allons voir comment ces deux approches peuvent apporter des éléments de réponse pour les questions auxquelles on est confronté dans la lutte contre le paludisme et comment elles peuvent compléter les approches plus classiques. Alors tout au long de ma présentation, je vais faire quelques rappels justement parce qu'il y a des notions de génétique qui ne sont peut-être pas des rappels justement pour certains, donc des fois je détaillerai certains points. Alors, est-ce que je peux changer les pages avec la télécommande ou je suis obligé de le faire vite? Ça c'est pour le laser bouton orange, mais sinon, si je veux changer, c'est possible ou pas? C'est pas possible. Bon, on va faire ça comme ça, à la main. Donc, je vais articuler ma présentation en trois parties qui vont correspondre en fait à trois études distinctes. Chaque étude va apporter de nouveaux éléments qui vont permettre une meilleure compréhension du paludisme dans le but d'avoir une meilleure compréhension, donc une lutte plus efficace. Ces éléments vont permettre de compléter un modèle qu'on va étayer tout au long de la présentation. Aujourd'hui, compte tenu des rajouts que j'ai faits en fonction de ce que vous avez déjà vu, je pense qu'on va n'aborder que la première étude avec pas mal de rappels. Et ultérieurement, on abordera en fait les deux autres parties. Donc ça, normalement, pour les rappels de généralité, ça vous avez vu, donc on va passer assez rapidement. Vous savez, vous êtes tous au fait de l'importance du paludisme et le fléau que ça représente au niveau de la population mondiale. En fait, environ un tiers de la population mondiale est à risque. Cela représente 1 million de morts par an. Compte tenu de ce qui a été dit hier, on peut associer une incertitude assez importante sur ces chiffres. Et on estime à 90% des cas être des enfants africains. Alors moi, ce que je rajouterais, c'est que en fait, cette situation est aggravée par la propagation des résistances dans les populations plasmodiales. Alors, on va peut-être définir avant toute chose qu'est-ce que c'est qu'une résistance. Simplement, une résistance, c'est lorsque un parasite, donc dans mon exposé falciparum, est capable de se développer, de se reproduire en présence d'un antipaludique qui est utilisé aux doses recommandées. De par la définition, le test de référence va être des tests in vivo. Donc en fait, on administre la molécule chez les gens et concrètement, on regarde s'ils sont soignés ou pas. Donc ça, c'est le test de référence. Alors, il a certains avantages et certains inconvénients, et parfois on peut être amené à trouver d'autres alternatives pour estimer le niveau de résistance dans les populations. Alors, on distingue les tests in vitro et bien l'épidémiologie moléculaire. Donc là, on va essayer de voir un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça représente pour pouvoir interpréter en fait les résultats provenant de ces différentes études. Savoir en fait qu'est-ce que ces études, ces différents protocoles vont nous donner comme information. Alors, tout d'abord, la résistance in vivo, en fait, elle va prendre en compte, j'allais dire, trois composantes principales modulées par une quatrième. À savoir, il va y avoir la composante de l'hôte, qui va en fait être définie par on va dire, le background génétique de l'hôte. Ça va être la susceptibilité de l'homme aux parasites. Il y a certaines pathologies humaines ou certaines mutations chez l'homme qui peuvent lui conférer une certaine résistance aux parasites. Donc ça, bien évidemment, ça va être pris en compte dans la mesure de la résistance quand on administre une molécule
chez l'homme et qu'on regarde s'il est soigné ou pas. Si déjà de lui-même il a une certaine résistance au paludisme, ça va modifier le résultat des tests in vivo. Il va y avoir aussi la composante de l'antipaludique en lui-même. Les molécules ne vont pas avoir la même efficacité, elles ne vont pas se distribuer dans le corps humain à la même vitesse. Donc ça, c'est également pris en compte. Enfin, bien évidemment, il y a la composante du parasite. Est-ce qu'il est résistant ou pas à l'antipaludique? Et enfin, j'allais dire la composante environnementale qui peut venir modifier ça à différents niveaux. Une exposition plus importante des individus aux parasites va pouvoir engendrer l'acquisition d'une immunité face aux parasites chez l'homme. Une malnutrition peut affaiblir l'organisme humain et donc le rendre plus fragile face aux parasites. Ou tout simplement, une observance qui n'est pas correcte va aussi modifier l'issue du traitement. Enfin, si on veut justement pouvoir faire la part des choses, on peut être amené à utiliser d'autres protocoles. Et il faut savoir, bon là je ne vais pas détailler, je n'ai pas détaillé le protocole in vivo, mais ce sont des protocoles assez lourds, qui peuvent coûter cher. Et donc on peut être amené à utiliser la résistance, les tests in vitro, où là en fait on va administrer, on va cultiver des parasites in vitro, et on va les faire pousser avec des niveaux d'antipaludiques, avec des concentrations différentes d'antipaludiques, et on va voir en fait jusqu'à quelle concentration d'antipaludiques ils peuvent se développer. On va ainsi déterminer un niveau, une concentration qui permet d'inhiber 50% de la croissance de ces parasites. Et donc ça va nous donner une mesure de la sensibilité du parasite à l'antipaludique en s'affranchissant des paramètres humains. Donc là aussi, on pourra en discuter, mais ça a des avantages et des inconvénients. Ça reste un protocole lourd qui ne peut pas toujours être utilisé. Et alors dernièrement, on a privilégié la recherche de mutations chez le parasite qui pourraient être ou qui peuvent être associées à des résistances. Alors là, on va peut-être définir d'autres notions pour mieux appréhender ceci. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'ADN parasitaire est composé, l'ADN génomique est composé de 14 chromosomes haploïdes. Alors sur ces chromosomes, à des emplacements physiques, il y a ce qu'on appelle des locus, c'est une position au niveau du chromosome, tout simplement. Et alors, à chaque position, il peut y avoir en fait différents variants, différentes formes alléliques. En fait, chaque variant, on va appeler ça un allèle, tout simplement. Alors, c'est des noms un petit peu, c'est l'argot des généticiens, mais il faut avoir ça en tête, et ne serait-ce que pour comprendre les articles scientifiques que vous allez lire. Ensuite, on peut définir un gène comme une unité fonctionnelle qui va permettre l'expression d'un caractère phénotypique. Alors, les différents allèles, dans notre cas, certains allèles peuvent être associés à une résistance. En fait, par exemple, ici, l'allèle rouge peut conférer une résistance à la chloroquine, par exemple. Alors là, on va parler de marqueurs de résistance. En fait, on va rechercher après, dans nos populations, la fréquence de ces mutations dans les populations. Alors on a plusieurs exemples. Celui qui est le mieux documenté, même si aujourd'hui la chloroquine, c'est maintenant on va dire du passé,